Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Corentin Le Fur, candidat Les Républicains aux législatives dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor. Alors pour ceux qui sont un petit peu éloignés de notre beau département, eh bien c'est la circonscription Lamballe-Loudéac. Bonjour Corentin Le Fur. Bonjour et merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir d'être ici. Alors, Corentin Le Fur, votre nom, votre patronyme, évidemment, résonne avec un autre patronyme, et pour cause, c'est celui de votre papa, Marc Le Fur. Marc Le Fur qui s'est retiré de la politique, enfin, en tout cas, qui s'est mis entre parenthèses, on pourrait le dire comme ça, de la politique, avec la précipitation, en plus, de la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour des raisons de santé, Marc Le Fur l'a dit auprès de nos confrères, il est atteint d'un cancer et il a souhaité donc se soigner, prendre soin de lui. Comment va-t-il aujourd'hui ? Alors ça va, c'est un combattant, il se soigne, il suit un traitement, mais donc il est un peu plus fatigué que d'habitude pour certains qui pourraient le voir, mais sinon il garde son énergie que vous lui connaissez tous. Et puis il va se battre maintenant dans ce nouveau combat. Mais pour lui, c'est sûr que c'était la dissolution a changé les choses. Et puis c'était pas prévu que tout s'arrête, mais il n'était pas en mesure de repartir pour 5 ans d'un mandat qu'il a toujours fait à fond, à 100%, voire à 200%. Donc pour lui, c'était venu le moment de passer la main. Quel regard il porte aujourd'hui sur tout ce chamboulement politique, on pourrait le dire comme ça, et plus encore auprès de sa famille politique, puisqu'on a vu que les Républicains, j'allais dire, passent une grande zone de turbulence actuellement, avec cette scission, ce schisme opéré par Éric Ciotti, qui a choisi de se rapprocher du Rassemblement national. Comment vit-il ça, Marc Le Fur, et plus largement, comment vous le vivez ? Alors c'est sûr que c'est parfois un peu désespérant. Alors c'est vraiment, dans le cas d'Éric Ciotti, une initiative totalement individuelle, opportuniste, qui a été dénoncée par tous les autres membres de la famille des Républicains, de la famille gaulliste. Donc c'est un choix qui lui appartient, mais nous on reste fidèles à ce qu'on est, à nos convictions, la droite et le centre, à nos valeurs, avec fidélité, avec loyauté, avec constance aussi dans nos convictions. C'est pas parce que les temps sont plus difficiles qu'on va se renier. En revanche, ce qu'il a toujours fait et ce que je ferai toujours, c'est défendre tous les habitants de cette circonscription, sans faire la leçon à personne, sans juger, sans donner de leçons de morale, et en défendant tout le monde, quelles que soient ses convictions, ses sensibilités, sa couleur politique. C'est à mon avis le cœur de l'action d'un homme politique, et c'est évidemment ma conception de la politique. Alors, il y a eu ce coup de semonce de la dissolution. Un autre coup de semonce, et c'était au soir du 9 juin, c'est le vote des Français, plus de 7 millions de Français qui ont rassemblé autour du Rassemblement national. Et là, il y a un cri, il y a une colère. Comment répondre à ce cri, à cette colère ? Alors, la colère, je peux la comprendre, bien souvent je la partage. On voit que notre pays traverse une crise grave, désormais une crise politique avec la décision de la dissolution qui bouleverse tout, une crise qui concerne tous les Français, on le voit, le pouvoir d'achat baisse, l'insécurité augmente, on a parfois une immigration incontrôlée, on a une dette qui explose, qui menace les générations futures, donc la situation elle est grave, et le président de la République emporte la responsabilité en grande partie. On a vu une déconnexion du gouvernement et des derniers gouvernements actuels, et donc on a une colère qui est en grande partie légitime. Après, à cette colère, il faut apporter des réponses concrètes, des solutions sur le pouvoir d'achat, sur l'ordre, rétablir l'ordre, sur évidemment la sécurité, sur défendre finalement ce qui est notre force dans cette circonscription, défendre l'agriculture, l'agroalimentaire, l'emploi, le logement, et ça passe par aider tous ceux qui, dans cette circonscription, bossent. Ça, c'est fondamental. Défendre ceux qui bossent, les ouvriers, les employés, les retraités qui ont bossé toute leur vie et qui ont parfois des conditions de vie très difficiles. Donc, c'est vraiment le cœur. En défendant ceux qui bossent, je crois qu'on peut apporter des réponses concrètes à une colère que j'entends et que nous avons entendue à ces élections européennes. Après, je pense que on voit dans la circonstance actuelle, on sent beaucoup d'incertitudes. Les gens sont déboussolés, voire perdus. J'étais encore sur
sur le marché de Quintin hier, où beaucoup de gens le ressentent et nous le disent tel quel, et je le comprends totalement. Je pense que dans cette circonscription, dans ce contexte très instable, il faut garder de l'ordre et de la stabilité. Et c'est aussi l'objet de ma candidature, pour défendre tous les habitants de cette circonscription à laquelle je suis profondément attaché, défendre tout le monde sans considération, sans regarder la couleur politique, et apporter des réponses concrètes. Je veux être un député parfaitement ancré dans cette circonscription, loin des déconnexions de beaucoup de gouvernements et beaucoup de candidats. Je connais cette circonscription, je connais ses habitants, je connais la réalité des petits salaires, et je pense qu'il faut absolument préserver notre singularité de cette circonscription et défendre tous ces gens-là qui méritent notre respect et qui méritent qu'on se batte pour eux. Alors, il y a un contexte, hein, vous le rappeliez à l'instant, Corentin Le Fur, un contexte qui est assez explosif. Alors, contexte politique, on a une grosse crise politique, il faut bien le dire, avec beaucoup d'incertitudes. Il y a le budget, on a entendu des mots très forts. Bruno Le Maire qui s'exprimait hier, qui disait si demain LFI ou le Rassemblement National arrive au pouvoir, c'est la banqueroute, la France sera sous tutelle comme le fut la Grèce à un certain moment. Donc, il y a des inquiétudes économiques, il y a des inquiétudes évidemment des habitants, des territoires, et puis il y a la montée alors des extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite, avec cette extrême gauche qui s'est mise, j'allais dire, en ordre de marche, qui a fédéré autour du nouveau Front Populaire, c'est l'emblème désormais de la gauche, et avec déjà des polémiques, hein. On a vu qu'il y avait des investitures qui passent pas, comme l'on dit. Est-ce que c'est aussi de nature à vous inquiéter, ça, Corentin Le Fur ? Bien sûr, ce qu'on voit avec le Front Populaire, c'est que derrière, c'est LFI qui tient le manche. LFI qui est un parti foncièrement dangereux, dont les prises de position sont souvent outrancières et sont dangereuses pour notre territoire, pour notre monde rural. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un parti qui est le parti du désordre, un parti qui ne connaît rien au monde rural et qui veut même le combattre, l'attaquer, le mettre à bas. On le voit avec la chasse, on le voit avec l'agriculture, on le voit avec l'agroalimentaire. La menace LFI, elle est réelle. Et en plus, au-delà de leurs idées dangereuses pour moi, ce sont des gens, on le voit avec leurs députés à l'Assemblée, qui ne respectent pas l'Assemblée nationale, qui ne respectent pas leurs électeurs. On le voit avec leur tenue, on le voit avec leur façon de se comporter. L'Assemblée nationale, c'est pas un cirque. Et les députés LFI et de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon se comportent trop souvent de manière scandaleuse, comme si on était dans un cirque. Donc je vous le dis, c'est une menace réelle, et on voit que le Front Populaire, c'est une union de façade, mais que derrière, c'est LFI qui est la menace et qui serait au pouvoir si ce Front Populaire a des députés demain. Donc c'est une menace réelle que je veux combattre évidemment avec la plus grande des fermetés. Alors demain, on peut imaginer Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Je vois opiner du chef. Pour vous, ce serait grave que Jean-Luc Mélenchon arrive à ce niveau de responsabilité ? Bien sûr, alors ça serait plus que grave, hein. Quand on voit ces prises de position, on peut vraiment s'inquiéter pour la France. C'est une menace très 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 sérieuse. Quand on voit ces prises de position, mais son comportement outrancier, ses déclarations, son programme. Son programme, c'est l'insécurité, c'est l'immigration sans contrôle, c'est le désordre permanent sur l'emploi. En plus, c'est la mise à bas de ce qui fait le socle de notre circonscription, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'emploi chez nous. C'est une menace particulièrement grave, je pèse mes mots. Alors la gauche, les forces de gauche regroupent aussi les écologistes. Souvent, votre père, Marc Le Fur, lorsqu'il était aux affaires, a souvent été pointé du doigt. On lui a reproché de protéger l'agroalimentaire, de protéger les grands syndicats agricoles. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, c'est des combats qu'il a menés et qui sont, à mon avis, fondamentalement importants pour cette circonscription et que je veux continuer à poursuivre. Alors évidemment, l'environnement, la protection de la nature, ce sont des sujets essentiels qui en plus touchent particulièrement la génération à laquelle j'appartiens et qui sont essentiels, mais ils ne doivent pas se faire contre les habitants de ce territoire, contre notre mode de vie, contre l'emploi ici. Si demain on n'a plus d'agriculture, on n'a plus d'agroalimentaire, on n'a plus d'emploi, on n'a plus ce qui fait la force de notre territoire, ce qui fait qu'on a un chômage bas, ce qui fait que les gens peuvent bosser. Donc il faut défendre ces modes de vie, avec en plus les agriculteurs qui ont fait des efforts considérables justement sur les sujets environnementaux, qu'il faut respecter, qu'il faut défendre. Ils ont fait des efforts
énorme que peu de professions ont pu faire. Donc stop à l'agribashing, respectons nos agricultures et nos agriculteurs, respectons les efforts qu'ils ont fournis, et il faut absolument les défendre. Alors aujourd'hui, on les entend à nouveau. Alors, ils ont continué à être en colère, les agriculteurs. On les entendait peut-être un peu moins dans les médias, l'actualité ayant pris d'autres tournants et d'autres tournures ces temps derniers. Mais ils sont là, les agriculteurs. Ils sont toujours très en colère. Il faut faire vite pour sauver le monde agricole, pour sauver le modèle agricole. Bien sûr, il y a totalement urgence. On a vu que le président de la République est totalement passé à côté de ce sujet, avec une loi qui arrivait extrêmement tardivement et qui est très faible, très peu ambitieuse, alors que l'enjeu, il est majeur. L'enjeu, c'est évidemment de défendre le revenu des agriculteurs face à des menaces multiples, face à de la concurrence déloyale. C'est défendre le revenu des agriculteurs pour qu'ils vivent. C'est des gens que je les connais, je les côtoie, qui travaillent énormément, qui ne comptent pas leurs heures, qui bossent, qui sont impliqués, qui sont... Avec une nouvelle génération aussi d'agriculteurs qui arrive, qui prend la suite. Là. Bien sûr. Mais c'est des gens qui font un travail extraordinairement important. L'indépendance alimentaire, c'est fondamental. Donc il faut évidemment leur procurer un revenu décent pour qu'ils puissent vivre de leur travail. Mais il faut aussi en finir avec ces normes, ces charges, ces contraintes, cette paperasse qui nuit à leur travail. Ce qui est scandaleux, c'est de voir des gens qui leur donnent des leçons, qui leur disent ce qu'ils doivent faire dans leur ferme. Les agriculteurs, ils connaissent leur métier. C'est les seuls à même de savoir ce qui est bon pour notre pays, pour produire, pour demain avoir une agriculture forte et continuer d'exporter aussi. Donc arrêtons de leur donner des leçons, permettons-leur au contraire de travailler de manière la plus sereine, la plus efficace possible, en finissant avec ces paperasses et ces contraintes excessives et ces contrôles parfois très humiliants qui sont incompréhensibles. Alors il y a aussi, vous parliez à l'instant du pouvoir d'achat, c'est une des grandes préoccupations avec l'immigration, on va y revenir, des Français actuellement, et ce signal d'alarme là encore, à travers les urnes, ces Français qui se tournent vers le Rassemblement national. Le pouvoir d'achat, c'est l'inquiétude aujourd'hui, comment boucler les fins de mois, comment payer son électricité, comment se loger, tout simplement. Alors on a entendu déjà plusieurs candidats faire des propositions, c'est le cas de Jordan Bardella il y a quelques heures, qui propose une TVA à 5%, qui propose des mesures sur le logement, etc. Est-ce qu'il faut sortir de la démagogie et prendre, j'allais dire là encore, le taureau par les cornes, et puis ne plus seulement donner de l'espoir, mais être dans le concret? Bien sûr, c'est fondamental, c'est exactement ma méthode. Le pouvoir d'achat, c'est un enjeu majeur. On le voit avec Emmanuel Macron, c'est concret, le pouvoir d'achat a baissé. Les Français se sont appauvris et c'est intenable. Je l'entends tous les jours, beaucoup avec des petits salaires, dès la fin du mois, voire dès la moitié du mois, ne peuvent plus s'en sortir. Alors que ce sont des gens qui bossent, qui travaillent. Donc on ne peut pas laisser faire une telle situation. Donc le pouvoir d'achat, c'est un enjeu fondamental, et c'est évidemment un enjeu fondamental du combat que je veux mener à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs options. Évidemment, méfions-nous de la démagogie de beaucoup de gens. Pour autant, il faut absolument permettre de redonner du pouvoir d'achat aux ouvriers, aux employés, aux retraités. Plusieurs mesures. Je pense qu'il faut absolument baisser les taxes sur l'énergie. On voit que la facture d'électricité, du gaz, du fuel, du carburant à la pompe est devenue insupportable et étrangle beaucoup de Français. Donc il faut absolument baisser les taxes qui sont bien trop élevées sur ces produits de première nécessité pour les Français, pour se chauffer, pour se déplacer, pour aller travailler, pour vivre. Donc c'est un enjeu majeur. Ensuite, il faut aussi augmenter les salaires nets. On le voit, beaucoup de gens bossent, ne s'en sortent pas. Je veux que le travail rapporte toujours plus que l'assistanat. C'est fondamental. Ma conception de la vie politique, c'est le travail, c'est le mérite. C'est permettre de vivre, que ceux qui travaillent puissent vivre avec un revenu décent. Donc c'est au cœur de mes préoccupations. Et l'accès au logement, accéder à la propriété est fondamental. Je le vois, la force de notre secteur, de notre monde rural, c'est que beaucoup de gens ont pu accéder à la propriété. Même des gens moyens, modestes, ont pu accéder à la propriété. Ce n'est plus le cas maintenant. Les gens de ma génération ne peuvent plus accéder à la propriété à cause de beaucoup de raisons, les taux, les matériaux. Il faut permettre de relancer l'accès à la propriété pour tous ceux qui le peuvent, pour un maximum de personnes. C'est une protection pour l'avenir, pour s'inscrire dans un territoire, mais aussi pour vivre décemment et ne plus avoir de loyer à payer à la retraite, notamment.
Alors on a aussi des petites entreprises, il y en a beaucoup sur ce secteur et plus généralement en Bretagne, les petites entreprises qui peinent elles aussi. Alors là on parle pas de pouvoir d'achat mais de difficultés, là encore pour payer son électricité, pour pouvoir simplement faire tourner la boutique comme l'on dit de façon un peu triviale. Et puis il y a aussi des contraintes, alors les normes, vous en parliez à l'instant, et puis il y a aussi une autre contrainte qui s'ajoute, comment augmenter les salaires si les entreprises ne tournent pas ou ne tournent pas bien? Bien sûr, on a absolument besoin des entreprises. On a la chance d'avoir un territoire avec des entreprises fortes, un réseau de coopératives, de PME, de TPE, d'ETI qui finalement font vivre ce territoire en apportant de l'emploi. Il faut absolument les préserver dans un contexte difficile. Elles aussi souffrent du prix de l'énergie. Mmh. Beaucoup ont du mal à recruter. On voit des difficultés très, très concrètes qui les frappent. Et évidemment, il faut... Je parlais de démagogie tout à l'heure. Il ne faut pas que des mesures proposées par d'autres candidats soient payées par les entreprises qui ensuite soient contraintes soit d'augmenter leur prix, soit de licencier, soit de ne plus pouvoir embaucher. Donc il faut vraiment se méfier de mesures faciles. Le salaire moyen, enfin le SMIC à 1 600 € pour vous, c'est une utopie? Je crois qu'on raconte des blagues aux gens. Évidemment, c'est doux à entendre beaucoup de gens, mais c'est intenable évidemment pour les entreprises. Le risque, c'est que ces entreprises doivent licencier. Que notre dette augmente considérablement et que les impôts augmentent demain. Donc, je crois qu'on raconte des blagues aux gens et que c'est intenable. D'ailleurs, beaucoup de gens m'en parlent, des gens qui sont au SMIC ne croient pas en cette mesure et ont bien vu qu'on faisait de la démagogie et que c'était. Vous savez, la politique. Le pire dans la politique, c'est de faire des blagues aux gens, de leur donner des illusions. Il faut un programme évidemment solide, mais il faut avoir un discours de vérité pour ne pas mentir aux Français sur ce qui est possible et sur ce qui l'est moins. C'est peut-être aussi l'alerte qui a été envoyée au monde politique dans son ensemble le plus vaste, le 9 juin. Moins de promesses, peut-être plus de concret? Bien sûr. La déconnexion des gouvernements, c'est une réalité et il faut y répondre par des solutions, du concret. Connaître évidemment leurs difficultés, les aider lorsqu'ils affrontent des difficultés et leur apporter des solutions concrètes. La force, je pense, du député de cette circonscription, c'est d'avoir toujours apporté des solutions concrètes à tout le monde, quelle que soit leur considération politique. De trouver des réponses, quand ils ont des difficultés, de les aider, de leur apporter des solutions et d'accompagner aussi les gens de cette circonscription qui ont des projets, des projets associatifs, des projets en entreprise, leur permettre de les accompagner. Et on l'a dit, pour les entreprises, pour les agriculteurs, pour les associations, c'est fondamental qu'on ait moins de contraintes, moins de paperasse. On a une suradministration qui est insupportable dans notre pays et sur laquelle il va falloir revenir de manière très urgente pour redonner des libertés à tous les Français. Alors, avec contradiction, les Français, les Bretons demandent aussi qu'il y ait plus de services publics. Ça coûte cher, le service public, évidemment, mais on le voit, l'école est en péril, l'hôpital est en grand péril, en grand danger, l'éducation, évidemment, on le disait, et puis il y a parfois une poste qui ferme, une gare qui ferme, et c'est la désertification d'un territoire. Est-ce que, là aussi, il va falloir repenser, alors ce qu'on appelle un petit peu d'un terme générique, l'aménagement du territoire? Bien sûr, on le voit, les gouvernements précédents ont souvent oublié le monde rural. On a vu que pour les villes, pour les banlieues, il y a eu beaucoup de choses de faites, beaucoup d'argent dépensé, et que nous, dans notre monde rural, on a été souvent oubliés. Alors qu'il faut absolument défendre nos modes de vie en zone rurale, qui passent par lutter contre la désertification médicale, pouvoir permettre à chaque habitant de ce territoire d'avoir un médecin, lutter contre la désertification des centres-bourgs. On a la chance d'avoir des communes dynamiques. On a aussi des communes où les commerces se ferment. Il faut absolument défendre les commerces de proximité, défendre les services publics de proximité, défendre notre mode de vie en zone rurale qui est attaqué ou qui est oublié ou qui est peu connu des partis nationaux. Donc, il faut absolument le défendre. C'est notre force, c'est notre identité, c'est notre ADN ici, à l'Oudéac, à Lamballe, dans tout le secteur.
Alors, avec aussi des préoccupations, je vous disais tout à l'heure qu'on avait parlé d'immigration, il y a des grandes peurs aujourd'hui. On a entendu peur civilisationnelle, peur d'un grand remplacement, ça a été dit dans un certain parti politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réguler l'immigration? Est-ce qu'il faut accueillir des gens, mieux les accueillir, mieux les former, mieux les intégrer, on pourrait le dire comme ça, et puis dire non à ceux qui ne sont pas désirés? Est-ce que c'est ça, finalement, le dogme aujourd'hui? Bien sûr. J'ai aucun mal à le dire, on a aujourd'hui une immigration qui est souvent incontrôlée, de gens qui arrivent qu'on ne peut pas, ou qu'on ne peut plus intégrer. On le voit dans les grandes villes, on le voit à Rennes, à Nantes, où parfois ça pose des problèmes majeurs. On le voit aussi dans nos communes, à Loudéac, à Lamballe, dans des communes plus rurales. On est pénalisé aussi par cette immigration dérégulé, incontrôlé. On a des gens qui s'intègrent, qui font l'effort de s'intégrer et qu'il faut savoir accueillir. Mais on a aussi beaucoup de gens qui refusent de s'intégrer et qui ne respectent pas nos modes de vie. Il faut savoir le dire et il faut qu'on sache limiter cette immigration incontrôlée qui est un vrai sujet pour l'Europe, pour la France et peut-être demain pour la Bretagne. Donc c'est un sujet majeur qu'il ne faut absolument pas négliger, y compris dans le monde rural. Alors on a vu justement les Bretons voter Rassemblement National le 9 juin. Là aussi il y a un signal parce que finalement la Bretagne est plutôt une terre centriste, une terre modérée, on pourrait dire pro-européenne. Et là on a vu cette vague bleu marine qui est arrivée. Comment vous avez vécu ça, vous, aux Républicains ? Mais pour bien connaître ce territoire, cette vague, on la voit monter, on la voit venir. On a vu que les décisions des précédents gouvernements ont tout fait pour l'alimenter. Et elle répond à un ras-le-bol, à une colère, à une incompréhension, à une déconnexion à laquelle il faut savoir absolument répondre. Et à des difficultés très concrètes. J'ai parlé d'immigration, j'ai parlé d'insécurité, j'ai parlé de pouvoir d'achat. Si les responsables politiques ne sont incapables de trouver des réponses concrètes, des solutions, cette tendance va continuer à monter. Donc la meilleure force, le meilleur obstacle, c'est des solutions, du concret, des mesures efficaces pour défendre ce territoire, ce monde rural et participer au redressement de la France. Et là encore, le terrain, je reviens à votre père, Corentin Le Fur, Marc Le Fur, qui était sur le terrain, qui est toujours d'ailleurs, peut-être même un peu... Il est toujours. Voilà, entre parenthèses en ce moment, pour les raisons qu'on connaît, mais le terrain, c'est important d'aller voir les gens, d'aller discuter, parfois de prendre des claques, alors de façon virtuelle, en tout cas je l'espère, mais voilà, d'être interpellé, en tout cas même de façon véhémente parfois. C'est fondamental, c'est le cœur de l'action politique. Le cœur de l'action politique, c'est le terrain, la proximité, la disponibilité, être partout à portée d'engueulade, connaître toutes les communes de sa circonscription. Cette circonscription, je la connais, on a fait campagne, on était partout ce week-end, on continue de le faire cette semaine, à Merdrignac, à Quintin, dans toutes les communes de cette circonscription. Vous savez, mon père, certains ne partagent pas ses idées, c'est tout à fait normal, mais je crois que la grande majorité des habitants de cette circonscription lui reconnaissent son travail, son implication. Il est toujours là, il est disponible, il ne se cache pas, et c'est exactement la méthode que je veux perpétuer. Finalement, c'est la façon dont on m'a appris la politique, et c'est aussi parce que je suis un passionné, que j'aime ce contact humain, que j'aime aller à la rencontre des gens, comprendre leurs problèmes, leurs préoccupations, leurs joies, leurs peines. Et c'est fondamental ensuite pour pouvoir défendre leurs intérêts, porter leur voix à Paris. Alors porter la voix à Paris, c'est parfois sportif, je crois que vous aimez beaucoup le sport, c'est parfois sportif. Comment faire entendre ce monde rural dont on dit, et vous l'avez souligné fort justement, Corentin Le Fur, ce monde rural qui est souvent un peu la variable d'ajustement. Il y a les villes et il y a les autres, comme on dit. Tout à fait. Déjà, il faut la meilleure solution, c'est de voter pour des députés ancrés dans leur territoire, qui connaissent parfaitement cette circonscription, ses préoccupations. On a beaucoup trop de députés déconnectés. Pas de parachutage. Parachutage ou... moi, j'ai la chance d'être élu local. C'est un moyen fondamental de connaître les préoccupations très, très concrètes des gens, des habitants de ce territoire. Donc, il faut des gens qui connaissent ce territoire, qui connaissent évidemment ses habitants. Et ensuite, il faut avoir du caractère. Et à Paris, il faut peser.
Votre père n'en manque pas, vous non plus, visiblement. Non, on a tous les deux un fort caractère. On n'est pas du genre à se laisser faire. On n'est pas du genre à demander les choses et attendre que ça se passe. S'il faut, on va taper du poing sur la table, on va râler, mais on va se faire entendre. Ça, je vous le promets. Il y a un esprit breton, voilà, on va faire un peu de chauvinisme, allez, après tout on est à la radio, il y a un esprit breton aujourd'hui de vouloir défendre sa culture, de vouloir défendre son territoire, de vouloir défendre le monde rural justement là encore, et pourquoi pas les métropoles, essayer de les faire dialoguer ces deux mondes, c'est pas impossible. Est-ce qu'il y a un esprit breton aujourd'hui qui souffle, hein? Bien sûr, on a une région extraordinaire. On est riche d'une culture, d'une langue, de plusieurs langues d'ailleurs, le breton et le gallo, d'une identité très forte. Ça nous donne une force, ça nous donne un caractère, ça nous donne une façon de vivre que tout le monde nous envie. Les Bretons, on est reconnaissable partout dans le monde. On voit des drapeaux bretons aux quatre coins de la planète. On a un esprit breton qu'il faut savoir entretenir, défendre. Défendons la Bretagne à Paris. Ça, c'est essentiel. Moi, je suis très fier d'être français, mais je suis évidemment surtout très fier d'être breton. Et il faut qu'on sache défendre la Bretagne, défendre ses langues, défendre son identité et jouer de notre caractère, notre singularité. Est-ce qu'il faut plus de décentralisation? Ce sera ma dernière question, il nous reste 3 petites minutes, hein, ça va très vite, mais est-ce qu'il faut plus de décentralisation pour cette Bretagne qui vous tient à cœur et décentralisation, mot qui fut lancé en son temps par le général de Gaulle, on était le 18 juin hier, je ne pouvais pas passer à côté. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Bien sûr, la décentralisation, elle est fondamentale. Arrêtons de prendre toutes les décisions à Paris. Arrêtons avec ce jacobinisme qui nous mine, qui dessert la Bretagne, mais qui dessert toutes les régions. Il faut que les décisions concrètes, elles soient prises localement, le plus localement possible. Il faut savoir, évidemment, s'entendre avec les autres régions, mais il faut savoir écouter les élus locaux. Moi, j'ai la chance d'être soutenu par énormément d'élus locaux qui défendent leurs habitants, qui défendent leurs communes, qui connaissent ce territoire. Il faut leur donner le pouvoir. Finalement, les décisions doivent être le plus locales possible pour répondre aux attentes très concrètes locales. Parfois, il faut dire non à Paris. Bien sûr. Ah, bien sûr. Non, Paris ne doit pas toujours avoir raison et il va falloir parfois aller tirer la cravate aussi de ceux de Paris. Un dernier mot, la Bretagne a 5 départements. Bien sûr. La Bretagne, c'est 5 départements, c'est la Loire-Atlantique, c'est très clair. On a raté le coche et c'est regrettable. La gauche a une vraie responsabilité d'avoir été incapable, lors de la réforme des régions, de réunir la Bretagne avec ses 5 départements. C'était fondamental, on a raté le coche. Les options, les opportunités, malheureusement, elles sont rares. Il faudra se battre pour pouvoir en saisir. C'est un combat fondamental, c'est un combat que je partage avec beaucoup d'autres, mais qu'il va falloir continuer à mener pour retrouver notre Bretagne historique à 5 départements. Un dernier mot sur les médias. Vous parliez tout à l'heure des associations. Vous êtes sur Bretagne 5 ce matin. On entend beaucoup d'inquiétudes avec la montée du RN autour des médias, de l'expression. Est-ce que là aussi, il va falloir décloisonner, il va falloir avoir des médias qui sont peut-être plus locaux? Il y en a déjà beaucoup en Bretagne et c'est tant mieux. On entend beaucoup de polémiques aussi autour de l'audiovisuel public. Faut le privatiser ou pas finalement? Non, on a de la chance d'avoir énormément de médias locaux et de médias qui bossent, qui en plus s'investissent, donnent de leur temps, et évidemment on a la chance d'avoir Bretagne 5, je fais un peu de pub au passage, mais donc ça c'est une vraie force. Je pense pas que la privatisation de l'audiovisuel soit la meilleure des solutions. En revanche, je vois que certains médias nationaux, Radio France, parfois le service public, qui vivent quand même avec de l'argent public, avec l'argent de nos impôts, a parfois des prises de position sectaires, ou en tout cas très partiales, et ça c'est incompréhensible. Le service public doit parler à tout le monde, sans sectarisme, et sans répondre à un certain milieu un peu bobo qui ne connaît pas nos aspirations et qui ne connaît pas nos réalités. Voilà, aller plus loin que le périphérique, hein, c'est la fameuse phrase. Corentin Le Fur, candidat Les Républicains aux législatives dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, circonscription de Lamballe, l'Oudéac, était avec nous ce matin. Première radio, je crois. Exactement, baptême du feu. Voilà. Merci pour votre accueil. Et il y en aura d'autres, hein, des radios et même des télévisions. J'y compte bien. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci. Très belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.